depuis 2012 que je suis en Haïti. Je suis venu pour travailler avec l'ambassade de Suisse dans un programme qui s'appelait le Centre de compétences reconstruction. Peut-être que certains d'entre vous ont acheté ou dit ça comme on est, peut-être que certains d'entre vous se souviennent, on a développé énormément de documents vulgarisés pour la promotion des bonnes pratiques avec les différents ministères. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans. On était dans ce programme-là, on était à l'origine du programme pour lequel travaille Constance aujourd'hui, qui est le programme de réduction des risques de la mer. Donc, je sais pas si quelqu'un a vu ça, c'était des petits pour la maçonnerie chaînée, d'accord, en créole, et puis illustré. Il y a une autre chose, des documents beaucoup plus ces choses-là. Voilà. Des documents comme ça, très imagés, sur la prévention des risques, la maçonnerie chaînée, les processus de construction. Apparemment, ça s'adresse à des enfants, parce que c'est des dessins, mais dans la réalité, on verra que ça n'a pas été utilisé que par des enfants. Par exemple, j'en ai trouvé, est-ce qu'il est là, un de ces documents. Voilà, désolé. Ces choses-là, certains peut-être l'ont vu, on a fait 50 000 exemples d'avant. Un petit document qui présente un peu la maçonnerie chaînée. Et à l'origine, on a pensé que c'était pour les ouvriers du secteur informel. Et un jour, sur un grand chantier d'une école du ministère de l'Éducation nationale, une grande entreprise avait ce document ouvert au milieu des plans de construction. Donc, on s'est aperçu que c'était utile uniquement pour les ouvriers du secteur informel. Bref, donc j'ai fait 6 ans, et puis aujourd'hui, je reviendrai. Aujourd'hui, je dirige un nouveau programme financé par l'ambassade de Suisse qui s'appelle CAI Noutech. CAI pour construction, Tech pour nouvelles technologies, et nous, parce que ça devrait concerner tout le monde à travers le processus. Pas un élément du processus, mais du concepteur au réalisateur, aux clients, aux autorités. L'objectif, on sait que les nouvelles technologies sont très prometteuses en Haïti, mais il y a énormément de contraintes. Il y a des contraintes de bande passante, d'électricité, de matériel. C'est pour ça que dans un premier temps, l'objectif du programme, c'est explorer le potentiel numérique. Est-ce qu'il y a un potentiel en Haïti pour améliorer la qualité des constructions? On sait qu'aujourd'hui, le numérique est utilisé pour la conversation. WhatsApp est à utiliser. YouTube est son peu utilisé pour renforcer la qualité des constructions. On a 4 axes d'intervention. Le premier, c'est l'information du grand public, essayer de transmettre des contenus vulgarisés d'intérêt collectif. Le deuxième, c'est au niveau de la formation universitaire et professionnelle. Notre grand constat, c'est que la formation n'est pas toujours adaptée au contexte haïtien. Elle a plus tendance à former des professionnels qui sauront travailler à l'étranger. Donc on essaie de voir comment le numérique peut parler du pays et de la réalité du pays. On a un autre axe qui parle plutôt du développement d'applications. Est-ce qu'on peut avoir des petites applications sur téléphone qui nous permettent d'améliorer la productivité des travailleurs? Par exemple, on est en train de lancer une application sur un devis pour que ce soit facile pour le travailleur de faire un devis un peu plus rapidement et plus facilement que ce que c'est aujourd'hui. Et le dernier aspect, c'est la recherche. Comment le numérique peut nous aider à faire la promotion et l'échange de la recherche locale. Et comment on peut stimuler la recherche appliquée. Donc, juste 2 grandes choses qui nous intéressent dans ce programme, c'est vraiment des contenus contextualisés par rapport à la réalité du pays. Notamment, on essaye de parler de la réglementation nationale, qui est mal connue. Mais on est aussi en train de regarder la réalité du marché. Notre constat, c'est que souvent, les formations sont spécialisées et que quand on sort d'un institut de formation, la réalité du pays demande souvent plus d'élitistes. Par exemple, qui est-ce qui construit les maisonnettes ou les maisons des quartiers en développement? Il n'y a pas tous les niveaux de professionnels, un ingénieur, un architecte, un contrôleur. Souvent, c'est une seule personne. Ça peut être un boss formé sur le chantier. Ça peut être un finissant de centre de formation, ça peut être un ingénieur, ça peut être un architecte. Ça, c'est la réalité. Pourtant, est-ce qu'il y a une formation pour
gérer un chantier complètement et suivre le processus de A à Z? Généralement, non. Donc, ces personnes ne sont pas formées pour faire ça, mais à la fin, tout le monde espère ou va finalement gérer un chantier de construction. Donc, c'est ça que l'idée, d'essayer aussi d'amener maintenant des formations qui parlent du processus complet. C'est pour ça que ça m'intéresse ici de participer à cet atelier, parce que si je comprends bien, on essaie de chercher comment on peut traiter toutes les étapes du processus, depuis l'analyse scientifique du risque, sa traduction en termes de risque, et maintenant son utilisation par les différents acteurs. Alors, quel est mon intérêt ici? Et tout, d'abord, partager une expérience, organiser un atelier avec vous sur la communication, mais c'est aussi de voir dans la salle qui serait intéressé à participer au programme INUTech, et qu'on essaie de développer des documents, des outils audiovisuels. J'ai besoin d'experts dans leur domaine, et peut-être qu'on pourrait être intéressé avec certains d'entre vous pour développer un audiovisuel qui présente tout ce processus sur lequel vous êtes en train de travailler, depuis l'analyse des risques jusqu'aux effets concrets de changement de comportement des différents professionnels impliqués. Une autre proposition, ça c'est un peu plus fantaisiste, mais c'est intéressant. Est-ce que la carte de risque, c'est vraiment la bonne manière de transmettre les informations des risques dans le contexte haïtien? Je suis suisse, depuis que je suis petit, on fait des exercices à l'école avec des cartes pour nous orienter. Depuis 8 ans en Haïti, je ne sais pas si le concept de carte de risque est nécessairement un outil meilleur pour transmettre les informations qui ont été collectées avant. Donc ça, c'est aussi un espace de recherche. Les gens sont intéressés à réfléchir là-dessus, parce que nous, on ne pourra pas contribuer à développer un outil alternatif et à le tester. Et puis sinon, il y a d'autres propositions que vous pourriez avoir. Donc, je laisse mon contact, vous êtes en contact avec Constance, et si jamais, vous pouvez me contacter s'il y a un intérêt quelconque. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un atelier un peu sur la communication. L'objectif, c'est un peu de tester votre intérêt. Vous êtes des experts. Tester votre intérêt pour une communication plus vulgarisée à différents niveaux, pour différents publics cibles. Donc, demain, on va faire un exercice visant à faire la promotion des cartes de risque vis-à-vis de différents publics. Alors, on verra, on en identifie 5, du plus haut, un petit peu au plus bas. Et vraiment, l'objectif, c'est comment on va pouvoir communiquer. On va essayer de faire un petit petite mise en scène, un petit storyboard, une petite histoire, pour regarder comment on peut inciter les gens à utiliser les cartes de risque et en faire la promotion. Pourquoi un tel atelier maintenant? Bon, moi, j'ai fait un constat, je l'ai dit au début, vous verrez peut-être que vous partagez ou pas. J'ai vu qu'il y a vraiment énormément d'outils qui ont été développés depuis le séisme, et peut-être déjà avant, mais je ne vois pas un nombre de gens qui les utilisent. J'ai l'impression de passer à nombre d'outils, soit finissent dans les tiroirs, soit finissent sur des sites web, et c'est dommage parce que souvent ils sont très bien développés, souvent ils sont intéressants, et on dirait qu'en Haïti, il ne suffit pas de développer un outil, on dirait qu'il faut faire un peu plus. En Suisse, c'est plus facile parce que quand je développe un outil, comme il y a un pouvoir coercitif quand même du gouvernement, il y a toute une chaîne qui se met en place et les gens sont obligés d'utiliser. Ici, on dirait que développer un même outil, on dirait qu'il faut encore se battre pour qu'il atteigne de bonnes personnes et puis pour que les gens aient intérêt à l'utiliser. Un autre problème sur la prévention des risques, on sait tous, c'est que c'est un coût aujourd'hui pour un futur demain. Ce n'est pas facile à mettre en place. En Suisse, on a une assurance maladie qui est obligatoire. Parce que si elle n'était pas obligatoire, les gens ne s'assureraient pas forcément. Et si les gens qui sont en bonne santé ne s'assurent pas, les gens qui sont en mauvaise santé ne peuvent pas payer. Donc on sait qu'on a un petit peu ces défis-là. Là, j'ai fait un petit schéma qui explique un peu c'est quoi, selon moi, le marché des outils. Quand on développe un outil, il y a un petit processus. D'abord, on doit développer l'outil, ça peut être une carte de risque. Ensuite, il faut qu'on le mette sur un support, on peut décider de l'imprimer contre le mur, on peut décider de le mettre sur Internet, on peut décider de faire une animation. Ça, c'est bon. Mais maintenant, on doit identifier les publics cibles et on va s'assurer, parce que la de distribution à droite, que l'autre outil va arriver au public cible. Souvent, on met des choses sur Internet. Moi, je connais le Code national du bâtiment, se trouve sur Internet, c'est très bien, mais qui est-ce qui a vraiment accès? Qui est-ce qui est vraiment téléchargé? C'est un petit peu ça. Donc, il est accessible, mais pas autant accessible qu'on pourrait l'espérer. Et de l'autre côté, la partie la plus compliquée, c'est que quand un outil est entre les mains, il faut que j'ai un mécanisme de valoriser.
Là, je travaille à l'université, j'ai beaucoup de jeunes qui ont téléchargé le code, mais ils n'ont jamais lu. Ils ont téléchargé le règlement d'aménagement du territoire, mais ils n'ont jamais lu. Donc, c'est pour ça qu'il me semble que quand il y a un outil intéressant, il n'est pas intéressant en soi, il va falloir travailler pour le rendre intéressant. L'autre problème, David, c'est les publics cibles. C'est facile de dire je vais développer un outil pour les ingénieurs, les experts, mais en fait, la réalité est plus complexe que ça. Souvent, on n'est pas vraiment sûr au début que le public cible qu'on a choisi, c'est vraiment le public cible qui va utiliser ce petit guide de construction, le petit blanc. Il était originalement destiné il était destiné aux ouvriers du secteur informel qui veulent construire une maison. Aujourd'hui, j'ai un grand boom de la part des propriétaires. À l'université, avec une section de professeurs qui commencent à construire leur maison. Ils m'ont dit que ça, c'était leur Bible, c'était acheté, qu'ils le cherchaient en librairie. Et donc, j'ai pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça au début. Aujourd'hui, c'est finalement le public qui s'en demande. Donc, cette histoire du public cible, aujourd'hui, je commence à penser qu'il faut plutôt viser un public cible un peu général sur la chaîne de valeur, parce que sinon, on reste coincé avec un public cible qui va intéresser. Ou notre outil est trop complexe pour ce public-ci, qui est assez complexe. Donc, on devrait essayer dans un premier temps de trouver des outils qui sont un peu compréhensibles par tout le monde. Donc, pour valoriser les outils et les propositions minimales, c'est au moment de les valoriser à travers la communication. Donc, on a fait des cartes de risque, peut-être qu'il faut qu'on fasse un investissement pour communiquer au niveau des différents publics potentiels qui sont amenés à travailler les cartes de risque pour voir comment les utiliser, pourquoi les utiliser. Ça, c'est le dernier point avant qu'on fasse l'exercice. J'ai un petit schéma sur la communication. C'est tout simple. C'est quoi la communication? Quand vous avez un émetteur, c'est la personne qui veut communiquer, il veut communiquer à un récepteur. Généralement, si on veut communiquer à quelqu'un, c'est parce qu'on veut, on a un objectif. On ne communique pas pour communiquer, on a un objectif. On aimerait quelque chose qui change en lui. On fait ça à travers un message. C'est pour ça que j'ai mis l'objectif, généralement, c'est un changement. Quand on communique comme ça, il y a différents niveaux de communication. On peut communiquer sur juste donner une information pour que les personnes sachent. On peut communiquer un peu plus qu'une information, une procédure, une démarche à suivre. C'est un petit peu comme savoir-faire. On peut surtout communiquer sur la motivation. On peut essayer de communiquer. La publicité, c'est ce qu'ils font. Ils communiquent pour vous donner envie d'acheter. La dernière chose sur laquelle on peut communiquer, c'est que cette fois, on sait quelque chose, on sait le faire, on peut le faire, mais on ne peut pas le faire. Donc on peut aussi communiquer sur les contraintes, les peurs qu'on a. Je ne veux pas employer un architecte parce que je pense qu'il est trop cher. C'est une peur. Peut-être qu'on peut communiquer, si on veut que je change de comportement et que je m'adresse aux architectes, peut-être qu'il faudra communiquer sur ce point. D'accord? Donc voilà. Et ça, savoir, savoir-faire, vouloir faire et pouvoir faire, c'est ce qui nous permet d'amener un changement de comportement chez les publics cibles. L'exercice à réaliser, donc, on veut inciter les différents publics cibles à utiliser les cartes de risque et en faire la promotion. Donc, j'ai déjà si vous voulez, je vais déjà. Non. Les groupes cibles veulent la mairie et niveau de décision. Ensuite, on a ingénieur architecte, c'est-à-dire les plans en construction. Ensuite, on a un troisième niveau, les techniciens en construction, les techniciens, un ouvrier du secteur informel. Ensuite, on a le niveau propriétaire, et ensuite, on a le niveau grand public. L'objectif final, c'est d'arriver à un petit scénario, un storyboard. Je vais essayer d'inventer une petite histoire qui, en fonction du public cible, selon vous, permettrait justement de les amener à valoriser et utiliser les cartes de risque. Moi, je vous fais une proposition de démarche. Je vous encourage d'abord au début à réfléchir un petit peu qu'est-ce qui peut intéresser le public cible par rapport aux cartes de risque. Qu'est-ce qu'il y a des contraintes, des choses que vous pensez qu'il a vraiment peur. Essayez de mettre des arguments qui l'intéressent et des arguments qui lui font peur. Et ensuite, une fois qu'on a ces arguments, vous pourrez voir c'est lequel qui vous semble le plus pertinent. Et là, on va voir comment on essaye d'illustrer, de mettre en scène cet argument. D'accord? La mise en scène, c'est par exemple, tiens, ça va être deux personnes qui discutent
une personne qui construit ou bien qui critique un ouvrage, je ne sais pas, c'est ça la mise en scène. Moi, j'ai fait le tour un tout petit peu pour regarder si l'exercice est bien compris et puis si on peut avancer. Si vous avez le temps, l'envie, une chose intéressante, à partir de ces intérêts des contraintes, c'est généralement de développer des slogans. Les slogans, c'est ça qui marche. Mais ça, c'est un petit peu en dernière phase. Les modalités, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Donc, il y a. Je ne sais pas comment on va nommer les. Au hasard, on a nommé public site portable. Voilà, en gros, 20-25 minutes de production. Donc, je dirais essayer de dire 10 minutes. Comme je vous dirais, c'est un peu court, mais on va essayer de réfléchir c'est quoi qui va intéresser mon public et c'est quoi qui peut lui faire peur. 15 minutes pour extraire les points clés et monter un petit scénario. Après, on va se les présenter entre nous, d'accord? Et puis on fera une petite conclusion de 5 minutes. Quels sont les publics sites? Donc, décideurs mairie, d'accord? On aimerait les inciter à réaliser des cartes de risque et les utiliser à la proposition d'utilisation dans leur municipalité. Architectes ingénieurs qui utilisent des cartes de risque quand ils ont des ouvrages à réaliser pour les clients. Idem pour les techniciens des gosses. Les propriétaires, avant d'acheter un terrain, ils se renseignent. D'accord? Parce qu'il y a des risques. Et puis, pour le grand public, ils comprennent l'intérêt et puis ils aillent consulter si elles existent. Là, pour mettre un peu de couleur dans la vie, je vous propose une épica. On peut écrire les arguments qui vont dans le sens de l'intérêt du public cible en bleu, les contraintes en rouge, et les scénarios, vous irez sur les ronds, il y a plus d'espace. Si vous avez du temps pour mettre un ou deux slogans, on peut les mettre en jaune. Donc, je distribue et puis, s'il y a une question de compréhension maintenant, générale, qui peut justement vous aider, je vous écoute. Là, au hasard, si c'est au hasard, c'est au hasard. Vous, c'est les techniciens, construction. Ici, c'est la mairie et le niveau décisionnel. Là, c'est le niveau architecte et ingénieur. Et au final, on a le même site. Vous avez le propriétaire, pardon. Et ici, vous avez le grand public. D'accord? Donc, vous avez des aides. Alors, vous avez des aides précieuses pour la tournée et regarder. D'abord, est-ce que l'exercice est compris? Oui, voilà, ça c'est. À part les marqueurs, c'est rempli, on peut lancer on peut lancer les feux. L'exercice consiste à réaliser un petit scénario, une mise en scène, pour essayer, dans votre cas, de motiver les techniciens en construction à utiliser les cartes de risque, si elles existent, pour en faire la promotion. Et valorisent leur travail. Technicien, ça peut être un technicien en construction, un ouvrier du secteur informel. Alors vous savez qu'il n'est pas nécessairement lettré, il ne parle pas nécessairement français. Essayez d'imaginer lui-même qu'est-ce qui pourrait le motiver pour aller chercher l'information dans le cadre de cette activité. Et qu'est-ce que selon vous pensez qu'il le bloque, ça ne l'intéresse pas. Donc on va essayer de communiquer là-dessus et de faire une petite mise en scène, une petite histoire, comme un petit vidéo. On va essayer de faire changer ses idées. Vous demandez une petite histoire. Mais avant, je propose de réfléchir qu'est-ce qui pourrait intéresser un technicien en construction, un ouvrier du secteur informel qui construit dans une zone, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser à demander est-ce qu'il n'existe pas une carte de risque quand il va construire pour un client. On connaît son niveau, c'est ça l'exercice. Est-ce que pour ce niveau-là, j'ai quelque chose à dire et quels sont les arguments qui pourraient l'amener à consulter une carte de risque avant de construire pour un client? Quels sont les éléments, selon vous, qui pourraient le freiner sur cette base-là? Vous allez choisir les plus pertinents. Vous allez essayer de faire une petite histoire, une mise en scène. D'accord? Puis je peux venir, je fais le tour un tout petit peu pour lancer des. C'est d'autres questions avant que. Oui.
Pardon? La municipalité, ça va être, si elle a déjà des cartes de risque, de s'assurer que ces cartes de risque sont utilisées dans ses services. Si elle n'en a pas, ou elle n'a qu'une partie de sa commune qui est couverte par les cartes de risque, voir comment on pourrait la motiver en la demander une plus grande couverture. C'est soit utilisé, soit si elle n'est pas utilisée plutôt. Donc, ils ont leur carte. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Je vous ai dit que souvent, c'est pas partout. Il y a quand même, j'ai fait assez de documents que j'ai remis, que j'ai retrouvés dans les tiroirs. Donc, qu'est-ce qui motive une mairie qui a des cartes de risque à ne pas laisser dans ses tiroirs et à les exploiter, au-delà de les mettre contre le mur? Qu'est-ce qui peut intéresser? Elle a des cartes de risque, elle les garde là parce que c'est les Suisses qui lui ont donné ça. Ou alors, comment vous allez motiver la mairie à en faire une priorité?